Bonjour à tous, chers auditeurs. Bonne année! Bonne année 2025. Il y a de ces chiffres qui nous portent bonheur, qui nous réunissent, qui font aussi des superstitions. J'ai en tête évidemment le chiffre 13 qu'on connaît tous, mais il y en a un qui dans ma famille nous réunit, c'est le 25. Donc, ça me paraissait presque évident, presque naturel de commencer cette année avec ma sœur Lola, qui nous rejoint pour échanger sur évidemment le deuil et la mort, sur notre parcours en tant qu'endeuillé, sur notre histoire. Et puis voilà, c'est une chouette découverte. Lola était déjà venue pour parler deuil et mort évidemment dans la première saison. Le podcast a bien évolué depuis. Voilà. Mais voilà, c'est l'occasion aussi du coup de fêter la nouvelle année en famille. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Lola, comment tu vas? Salut, très très bien. Comme un jour de repos, donc très bien. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est vrai que depuis le temps, on avait envie quand même de faire un peu de parler de ton métier en podcast. Est-ce que tu as envie d'en dire un mot là tout de suite ou pas forcément? Oui, on peut. Est-ce que je parle de la dimension qui est reliée au podcast ou pas? D'accord. C'est ça. Donc, en fait, je travaille dans un parc qui fait 2000 hectares, qui est aux portes de Lyon. C'est, je crois, le plus grand parc européen périurbain. Voilà, donc c'est pas rien quand même. Et on peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes le week-end. Et en fait, je suis agent de surveillance, c'est ce qui est marqué sur mon contrat. Donc en fait, je suis là pour informer les usagers, pour leur porter secours s'il faut, pour essayer de faire respecter un maximum le règlement parce que c'est un parc naturel qui est protégé. Voilà, donc le lien avec le podcast, c'est que on en voit des vertes et des pas mûres et on est souvent face à des interventions assez morbides. J'aime pas trop le mot, mais on est souvent confronté à la mort sous toutes ses coutures. Ça va bien avec le jingle parce que vraiment, voilà, ça peut aller au pendu, à l'accident de voiture, enfin, voilà. C'est ça, c'est assez curieux. Alors, c'est pas du tout voulu, fait exprès, en tout cas, de ma part ou de la tienne, que la mort soit finalement assez présente dans ton quotidien, même si vous faites pas face à la mort tous les jours dans ton métier. C'est quelque chose que vous êtes amené potentiellement effectivement à subir, à vivre en tout cas. C'est un peu au petit bonheur la chance, vous pouvez tomber un jour sur, effectivement, comme tu disais, un cadavre, tout simplement, quelqu'un qui a décidé de mettre fin à ses jours, ou quelqu'un qui a eu un accident, etc. etc. C'est Donc ça. c'est assez curieux que toutes les deux, finalement, on ait un lien assez... en fait, on a un lien assez, je trouve en tout cas, assez étrange avec la mort, qui est dû aussi pas mal à voir avec notre histoire finalement, parce qu'on en a vécu des deuils déjà. On en a perdu déjà des personnes. On va peut-être du coup commencer un peu par là. Est-ce que tu as envie de parler un peu de notre histoire, de ce qu'on a pu vivre toutes les deux? Ouais, après, je vais parler surtout. Enfin, je voudrais pas parler trop en ton nom, mais bon, il y a des événements qu'on a vécu toutes les deux. On va dire que depuis qu'on a une dizaine d'années, on a quand même perdu 2 grands-pères, une arrière-grand-mère, et un oncle et notre maman, ce qui est pas rien, quand même. C'est ça, J'espère que j'en oublie pas. Normalement, c'est tout. c'est ça.
Et en fait, c'est des morts qui se sont enchaînées de manière assez régulière. Donc, j'ai un peu l'impression que notre enfance et notre adolescence a été rythmée par des pertes dans la Mm. famille. C'est ça. C'est ça, et j'ai pas souvenir, alors à l'exception de Jules dont on n'a pas parlé, mais c'est quelqu'un qui faisait pas partie de notre famille, les deuils qu'on a subis à l'intérieur de notre famille, en tout cas, ont tous été liés à la maladie, en fait. Oui, Ah, ouais, ou il y a une autre oncle... De quoi? ou à une extrême vieillesse. Parce que l'arrière-grand-mère, bon, c'était un AVC, mais elle avait quand même 95, 17, je sais plus. Enfin, Je bon. crois qu'elle avait 97 ans, ouais, tout à fait. Il me semble qu'elle était pas loin d'arriver au centenaire. Ouais. Mais en fait, quand je dis maladie, pour moi, c'est en fait, il y a pas eu une seule perte, à part peut-être celle de notre oncle qui est parti, mais aussi d'un point de vue physique. Voilà, c'est toujours par rapport à la maladie. C'est la seule personne qui est partie comme ça, pouf, d'un coup, parce qu'elle a eu une crise cardiaque, mais tous les autres sont partis d'une longue agonie, en fait. C'est surtout ça qui réunit un peu les deuils qui nous ont... qu'on a vécu quand on était gamine, dans le sens où ben, le premier grand-père qu'on a perdu, il est décédé parce qu'il était diabétique et qu'il avait plein de problèmes encore en plus dus à des accidents, etc., etc. Donc il était en grande souffrance. Après, il y a eu effectivement notre arrière-grand-mère qui est décédée d'un AVC, son agonie a duré, je sais plus, un mois et demi. En tout cas, c'était assez long et assez difficile parce que du coup, elle était rendue à l'état de légume. Donc on a eu d'abord à faire un deuil blanc qui a été compliqué et qui a été aussi rempli de conflits. Voilà, mais ça aussi on pourra en parler. Et, et puis après, en fait, tout s'est enchaîné avec notre deuxième grand-père qui est décédé d'un cancer. Donc pareil, longue maladie, agonie, souffrance, etc. 2 ans après, c'était notre maman. Et 8 mois après, je crois, 6 ou 8 mois après, c'était notre oncle qui est parti comme ça d'un coup de sa crise cardiaque. Et entre-temps, enfin depuis, jusqu'au moment où on enregistre ce podcast, en tout cas, on a aussi vécu le décès par suicide d'un copain d'enfance, en tout cas, qui s'appelle Jules, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, qui a été aussi une grande perte. Oui, je pense que c'est une grande perte, mais c'est aussi une grande douleur qu'on a pu vivre par rapport à la mort. Exactement. Une forme de choc, un peu même, je dirais. Enfin, Oui, c'est ça. forcément, le suicide, c'est toujours choquant, mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît et que on connaît la famille, enfin, on est assez proche de la famille, c'est... Enfin, en tout cas, c'est une douleur qui est vachement subite, quoi, et vachement prenante, je trouve. C'est vrai. C'est vrai, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est le deuil le plus frais qu'on a fait toutes les deux, enfin en commun en tout cas, qui nous remue hein, clairement encore aujourd'hui. Ça va faire 1 an presque et demi que ça s'est déroulé, et c'est vrai que ouais, on y pense encore et on est encore très sensible émotionnellement par rapport à ce sujet-là, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord pour la sensibilité. Après, j'y pense pas forcément régulièrement, mais forcément, quand on pense à la famille ou on a un souvenir lié à la famille, on se dit ah oui, c'est vrai. Ça, c'est le dernier événement en date et pas des moindres, et ça fait toujours un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Carrément. Et d'autant plus que je trouve que c'est assez rigolo par rapport au sujet que tu avais envie d'aborder aujourd'hui. Parce que ce podcast se fait de façon très spontanée. Lola qui a écouté l'épisode avec Magali de la saison 2 sur l'épisode où elle vient parler un peu de son métier de doula, et j'interpelle Lola, ma sœur, pour lui dire si t'as envie de venir sur le podcast pour parler de notre histoire à nous.
Ce sera avec grand plaisir et donc du coup, ben, là voilà. Voilà, le podcast est sorti mercredi, nous enregistrons vendredi et donc rien n'est préparé, tout est fait de façon très spontanée et par rapport à ça, en fait, là, elle est venue elle m'a envoyé enfin, tu m'as envoyé un vocal hier pour me dire que tu avais envie de parler, en fait, de cette découverte de vivre le deuil à travers d'autres personnes. Est-ce que tu veux bien un peu développer cette idée? Oui, bien sûr. En fait, ça rejoint un peu notre histoire, mais ça fait en 2025, ça fait 8 ans, non 7, je sais pas compter. Ça fait 7 ans que maman est décédée et ça fait 7 ans à part Jules, ça fait 7 ans qu'on n'a pas vécu de perte d'un proche. Et moi, ça fait Familial 7 en tout cas. Mmh. ouais, on verra en 2025, hein. Oui. Non, mais bon, voilà. On Ça, oui, on fait le premier épisode de la saison 3, on l'enregistre le 10 mai 2024 donc il y aura peut-être des uploads à faire à ce moment-là. en tout cas, jusqu'à maintenant, voilà. Et en fait, moi, ça fait 7 ans que j'observe des proches vivre des deuils et perdre, des personnes chères et en fait, je me retrouve complètement à la place des proches qui m'ont accompagnée, moi, quand j'étais en deuil. Enfin, Mmh. je suis toujours en deuil, mais en tout cas, les moments où j'ai pu vivre des douleurs et des chagrins très intenses, j'étais entourée et bien entourée d'ailleurs et maintenant je me retrouve à la place de ces personnes-là et j'ai un œil, complètement, différent et nouveau parce que je me rends compte que, bah, putain, excusez-moi du terme, mais c'est super difficile des fois de savoir comment se positionner, de savoir quoi dire, de vouloir à tout prix être là pour la personne, mais sans en faire trop. Enfin, voilà, trouver sa juste place Mmh. et en même temps, ce que je trouve terrible aussi, c'est que je ressens fois 1000 les émotions que ces personnes-là traversent. Donc je sais à quel point c'est difficile et je sais à quel point parfois il y a aucun mot qui peut rassurer ou consoler, il y a aucun geste qui peut réellement faire du bien et c'est très perturbant de se retrouver dans cette position-là quand on a été victime du deuil pendant, de nombreuses années, quoi. Je sais Mmh. pas si c'est très clair. Ah bah si, si, complètement. Mais c'est marrant que du coup, ça m'interpelle là, ce que tu viens de dire là, d'être victime de deuil. C'est marrant comme, expression, c'est curieux. Bah, parce qu'on le subit. Enfin, on choisit pas de vivre un deuil et ouais, victime, c'est peut-être un petit peu fort. Après, peut-être que c'est peut-être un défaut, comment dire? C'est Un peut-être mon abus de boulot langage qui peut-être. revient, je Oui. sais pas. Oui, oui, bah, c'est certainement aussi un abus de langage ou tu vois Oui, quelque oui. chose, oui, mais je comprends l'idée. De toute façon, c'est vrai on est complètement impuissant face à la mort et il y a peut-être pas une notion de victime, mais au moins une notion de, ben, on n'est pas, on peut pas contrôler ce truc-là. Mmh. C'est impossible, voilà, c'est quand ça arrive, c'est tout et on est obligé d'y faire face. Et je pense que notre expérience, elle nous a vraiment ancré ce truc-là de, ben, à l'annonce, soit de la maladie, soit du drame, on sait que, bah, va falloir qu'on fasse, face, du coup. Enfin, voilà, il va falloir qu'on soit là, il va falloir qu'on reste debout et que ça va être, alors, je pense on l'a vécu quand même beaucoup et majoritairement comme un combat parce que il y a une autre chose aussi qui relie tous les deuils pour le coup, sauf celui de maman, qu'on a pu vivre, c'est le conflit familial, le fait que, bah, au décès d'une personne ou à l'annonce de son décès proche ou de la maladie, bah, en fait, ça réveille énormément de conflits, énormément de choses non réglées à l'intérieur de la famille. À plusieurs reprises, tout est parti en live, hein, on va pas se mentir. C'est allé assez loin, on a quand même subi pas mal de violences par rapport à ça de la part de notre famille. De façon générale, on n'était pas pris dans les feux, mais on a beaucoup observé et beaucoup souffert en fait
des mots qu'on pu être dits et surtout des décisions en l'occurrence par rapport au décès de notre arrière-grand-mère où la famille s'est déchirée. Notre mère a plus voulu, plus daigné adresser la parole à sa propre maman, alors que clairement on habitait dans son jardin. Donc ça a été des périodes à chaque fois assez violentes et à chaque fois de gros changements structurels en fait familial. Donc c'est vrai qu'il y a en tout cas on est bien ancré dans cette sensation de devoir faire face, de devoir affronter en fait le deuil. Je pense qu'on a vraiment ce truc de ouais, c'est un combat, il faut qu'on soit des warriors pour gérer quoi, à leur place. C'est presque ça. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'avec le recul je le perçois, c'est qu'on a vécu des choses qui aussi nous ont permis, mine de rien, de pas faire la même chose avec les obsèques et la gestion de l'héritage de notre maman, parce qu'on s'est... Inconsciemment ou consciemment, je sais pas, on a aussi pris la décision de faire les choses toutes les deux, ensemble. Alors on s'est pris la tête quand même. On s'est pris la tête, mais on s'est pris la tête de façon très saine. Avec le recul, je trouvais que c'était sain, parce qu'on arrivait à se dire les choses, parce que c'est sorti, effectivement, peut-être pas de la bonne manière, mais au moins c'est sorti, on a pu discuter des choses, on a pu aussi ajuster le comportement de chacune, on a pu s'expliquer, on a pu faire des demandes, etc. etc. Donc ça a été quand même une expérience très formatrice et très intéressante par rapport à ça. Mais globalement, ouais, on a effectivement beaucoup subi à la fois le décès, mais à la fois aussi cette explosion familiale, quoi. Ouais, complètement. Après, je pense que c'est toujours un peu une explosion familiale. Enfin, toutes les histoires qu'on peut entendre ou qu'on peut nous raconter d'une grand-mère ou d'un papa qui décède, il y a tellement de choses qui gravitent autour, il y a tellement de personnes, tellement d'administratifs, il y a tellement d'objets, de matériel, de trucs, il y a tellement tout ça qui concerne une seule personne que quand la personne part, c'est forcément c'est une tempête parce que c'est toutes les personnes autour qui doivent gérer et qui peut rester quoi et forcément quand il y a des questions d'héritage, quand il y a des questions de qui met un petit peu d'argent pour la concession funéraire, enfin je trouve, enfin en tout cas moi de tout ce que j'ai pu entendre, c'est toujours un problème au niveau de la famille parce que telle personne ne veut pas faire ci, telle personne veut faire comme ça et pourquoi moi j'ai pas eu autant que toi et cetera et en fait, c'est de toute façon une personne qui part dans une famille, c'est forcément un pilier ou un repère ou quelqu'un qui avait une place, un statut et donc ça chamboule les statuts de tout le monde et les positions de tout le monde, quoi. Ah bah oui, de toute façon, c'est clair que n'importe quel décès va chambouler toute la hiérarchie presque de la famille parce que on a beau effectivement s'imaginer que voilà, peut-être des familles qui sont très libérales ou qui ont des idées particulières vont s'imaginer qu'il y en a pas, mais en réalité il y en a toujours et c'est tu le dis très bien, on a chacun à notre place particulière qui est intrinsèquement liée par rapport aux relations qu'on peut avoir à l'intérieur de notre famille. Et quand effectivement cet équilibre-là, parce que ça forme un équilibre, c'est un écosystème, une famille, quand cet équilibre-là, il est complètement chamboulé par le décès de quelqu'un, à la fois ça fait ressortir le mal et parfois ça fait ressortir aussi le bien. J'ai l'impression vraiment que le fait de vivre un décès, de vivre le décès d'un proche, ça, à la fois ça nous révèle à nous-mêmes, dans nos blessures très profondes, dans notre douleur, dans notre sensibilité, dans plein de choses, mais aussi dans notre capacité de résilience et de capacité de dire bon ok, il est parti. Comment est-ce qu'on se réorganise? Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Qu'est-ce qu'on a envie et besoin de faire aussi, tu vois, cet apprentissage de dire bon ok, je vois que je ressens tel et tel truc, etc., etc. Qu'est-ce que je fais de tout ça en fait?
C'est ça. En fait, t'as pas le choix, la personne est partie, ça a forcément des conséquences et il y a forcément des décisions à prendre, même si c'est des décisions de fuite ou enfin, peu importe quoi, mais forcément qu'il y aura des décisions à prendre et forcément que vis-à-vis enfin, les relations entre tout le monde vont être impactées. Ah bah, c'est sûr, c'est inévitable. Mais, et donc du coup, finalement, par rapport à ce que toi tu peux vivre, alors Mounette s'entend très certainement dans mon micro parce qu'elle est en train de cracher après, Jérémy qui est en train de réparer son filet de protection à la fenêtre. Donc vous entendrez Mounette cracher et gronder à travers mon micro, ce n'est pas grave. Après l'avoir entendu ronfler, avoir entendu le chat tousser, miauler, ronronner, là voilà qui crache. On aura fait le tour, c'est très bien. Vous connaîtrez Mounette sous tous ses angles. Du coup, pour revenir à ce sujet, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, en tout cas, on connaît bien, mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois aussi chez les autres, chez finalement les personnes que tu peux accompagner dans leur deuil? Bah ouais, de ouf. Et Ouais. bon, malheureusement, ça a un côté rassurant parce qu'on se dit finalement, tous les êtres humains ont les mêmes faiblesses et les mêmes failles et on a tous notre ego et on a tous des choses à revendiquer ou à défendre. Mais malheureusement, bah, ouais, les relations, tout part en steak quoi quand quelqu'un part dans une famille. Enfin, de ce que j'entends à chaque fois, c'est je sais pas si je dois prendre un exemple ou pas, mais bon, Bah, le premier tu exemple, peux. c'est forcément l'héritage, quoi, mais après, bah, ça dépend qui et enfin, quel est le placement dans la famille, mais quand il faut prendre des décisions pour les obsèques enfin, peu importe la suite des événements, et c'est souvent, quoi, qu'il y a des désaccords et que enfin, ça crée énormément de blessures, je trouve, et ça rajoute au deuil, en fait, parce que ça désunit rapidement. Alors c'est pas toujours le cas, hein, en vrai, j'ai un autre exemple qui au contraire T'as le droit de a changer les noms, hein. Tu le droit de changer les noms si tu veux, ouais, donner des exemples concrets. j'ai pas forcément envie de les citer, mais il faut que je trouve des prénoms aussi, mais bah, j'ai une collègue que tu connais qui a perdu son papa et moi, de ce que j'ai compris, dans sa famille, ça les a beaucoup plus, alors pas tous, mais ça a uni pas mal de personnes et ça a même uni des personnes autour qu'elle connaissait pas forcément, des amis du papa ou quoi, ou juste des personnes qui connaissaient et en fait, heu, il y a quelques mots, quelques gestes qui ont été vachement forts et vachement appréciés par la famille parce que c'est enfin voilà, c'est survenu aussi un peu brutalement quoi donc après moi c'est juste de ce que je vois autour de moi quoi, mais globalement je trouve que ça a plus un effet, destructeur que positif et je sais pas comment dire, mais ça réunit beaucoup moins, je trouve, que ça ne détruit. Ah ouais? Et même, par rapport au fait d'aller ou pas d'ailleurs, aux obsèques, tu pas quand même l'impression que alors ça fait partie peut-être des injonctions qu'on a aussi de dire: «Ben oui, on se réunit pour le baptême, pour le mariage et pour le décès», en tout cas dans la famille, large. Mais est-ce qu'il y a quand même pas cette notion de on se réunit justement pour parler, pour se revoir, pour, dire au revoir aussi à la personne quand quelqu'un décède? Ouais, si, si, si. Après, bah, En même temps, ouais, maintenant que je dis ça, même, dans les obsèques que nous on a vécues, quand on parle vraiment que de cette petite parenthèse où tout le monde est ensemble autour du cercueil et où on a tout ce process de, ben,
mise en bière, de la petite cérémonie, que ce soit à l'église ou au cimetière, etc., etc. Rares sont les obsèques qu'on a vécues, en tout cas où on n'a pas des anecdotes de dingue. Notamment celle, encore une fois, je pense que c'est vraiment en tout cas moi c'est celle à laquelle je pense en premier. Encore une fois, les obsèques de notre arrière-grand-mère, qui donc a vraiment déchiré la famille qu'on avait, en tout cas à ce moment-là, et qui, c'était lunaire, Je crois qu'on en a déjà parlé sur le podcast, d'ailleurs, au dernier épisode qu'on a fait ensemble, où, alors c'était qui? C'était notre grande-tante, donc la sœur de notre grand-mère. voilà, la sœur de notre grand-mère, qui pendant la cérémonie au cimetière, observait la cérémonie, planquée derrière un buisson du cimetière, et observait avec des jumelles, telle une paparazzi, ce qui se passait, et je sais même pas si elle pouvait entendre en vrai, parce qu'elle était quand même assez loin. Mais c'était compréhensible. Imaginez-vous aller aux obsèques de votre maman, planqué derrière un buisson avec une paire de jumelles pour observer de loin les obsèques de votre maman. Après, c'est des histoires que nous, on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais c'était un peu en mode vous m'avez pas invité, j'ai pas été mise dans la boucle, ce qui est peut-être vrai, hein, moi j'en sais rien du tout. Mais et du coup, je viens voir ce que vous faites comme cérémonie pour la grand-mère, et puis je manquerai pas de mettre une petite carte en signant les oubliés, quoi. Oui, voilà. Ces petits détails que t'es en mode, mais vraiment, non. Pourquoi? Puis ça a fait énormément parler dans les chaumières, hein. Ouais, ah bah oui. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est dommage, et je pense que dans tous les enterrements, tout le monde se dit: «Ah, mais on se reverra, mais dans d'autres circonstances», et cetera. Mais mine de rien, c'est là que tu vois, par exemple, nous, pour maman, j'aurais jamais pensé que, les amis des Vosges, descendent, fassent, l'aller-retour dans la journée alors que c'est 6 heures de route, juste pour l'enterrement. Enfin, c'est là que tu vois l'importance que les gens peuvent avoir, pour toi, ou ne serait-ce que pour ta douleur, ou pas forcément pour la personne qui est décédée, tu vois? Parce que je pense que ça faisait tellement d'années qu'ils s'étaient pas vus avec maman. C'est juste pour être là pour nous, comme ce qu'on a fait, presque pour Jules, parce qu'on est plus proche, je pense, de ses parents. Oui, clairement. Mais après, oui, c'est dommage de se voir dans ces circonstances-là, mais quelque part, ça prouve qu'il y a toujours des gens quelque part pour les moments difficiles, et qu'il y a toujours, un lien, et que ces personnes-là peuvent être présentes, vraiment au plus profond de la douleur, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais Bah, c'est ça. Mais c'est en ça aussi que j'ai vraiment la conviction. Alors, il y a plein d'autres choses qui me font dire ça aujourd'hui, mais il y a aussi, avec cet exemple, effectivement, de voir un certain nombre de la famille des Vosges venir à l'enterrement de notre maman. Plus, effectivement, pour nous, clairement. Je pense effectivement à des copains, mais je pense aussi à notre oncle qui est décédé 6 mois après, qui était là à l'enterrement de notre maman, qui est clairement venu pour notre papa et pour nous. Et parce que du coup, notre maman a réussi aussi à se fâcher avec cette partie-là de la famille. Plus ou moins, pas aussi violemment qu'avec la sienne, mais il y avait vraiment une rupture à ce niveau-là aussi. Et c'est dans ce sens-là que vraiment je suis convaincue que la mort nous révèle à nous-mêmes et aux autres, parce que on peut aussi faire preuve d'amour, de bienveillance, de joie aussi dans ces moments-là. Moi, je me souviens de ce moment où on s'est retrouvés justement dans le salon de maman après les obsèques, avec ses amis des Vosges, avec notre oncle, avec voilà, des gens qui nous ont du coup vraiment dépaysés, parce que d'un coup on se retrouve avec des gens qu'on voit d'habitude que quand on va dans les Vosges et qui viennent jamais chez nous, enfin, ou très rarement en fait. Et effectivement, dans ces moments-là, et je sais que ça nous a fait vraiment du bien, et on était vraiment, en fait, on était joyeuses, on était
apaisée, on était bien en fait. On était vraiment heureuse de pouvoir les voir, de pouvoir se sentir entourée par ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qu'on aime et en qui on a confiance et qui voilà, qui nous apportent beaucoup de choses positives. Mais aussi parce que, vraiment, je me souviens aussi qu'on était très surprises sur le moment de ce truc de: «Bah, ils sont venus? Ah et pourquoi? Voilà, ils ont fait effectivement 6 heures de route pour nous et c'est aussi peut-être que c'est aussi ça il y a un élan pour moi, il y a un élan de solidarité, il y a un élan ouais, je sais pas trop comment l'appeler, à part en disant que c'est de l'amour pour moi, c'est vraiment ce que je ressens de j'ai besoin, on a ressenti le besoin d'être là pour eux quand ils ont perdu leur enfant. Donc on est monté en un week-end, on a fait un peu ce qu'ils ont fait eux. On est monté un week-end dans les Vosges pour être là pour eux, pour pouvoir les accompagner et puis, alors après il y a eu aussi une autre dimension qui est du coup le fait que ça a été hyper violent parce que c'était par un suicide. Je pense que alors je sais pas ce que tu vas me dire ce que tu en penses, mais aussi je pense qu'on a eu besoin à un moment donné d'être sûr. Tu sais que c'était tellement absurde, tu vois, il a réussi à faire ça, il a réussi à mettre fin à ses jours, c'est vraiment vrai. Je pense qu'à un moment donné, on a eu besoin, quand même d'y aller pour que notre cerveau intègre que c'était vrai. Tu vois? Ouais, je pense, il y a un petit peu de ça. Après, j'ai surtout senti que il fallait qu'on y aille, tu vois? C'était un peu notre devoir de rendre le réconfort qu'ils nous ont apporté en venant pour maman et moi, ça me paraissait évident d'y aller, quoi. Mmh. C'est Juste ça, pour être présente, même sans forcément juste être là, quoi. c'est ça. Faire l'effort de venir et d'être présent et sans faire de grands discours ni rien, mais juste venir et leur dire: «Ben, vous avez été là et nous aussi on veut être là parce que on comprend une partie de la douleur et on la partage et voilà quoi. Si on peut, vous décrocher un sourire, ben, c'est toujours ça, quoi». C'est ça, c'est ça. Mais je trouve que en tout cas, c'est pas tellement donné à tout le monde ce qu'on a vécu. Que ce soit avec notre maman et que ce soit avec Jules, tu vois, par rapport à ça, par rapport à cette connexion qui est effectivement, permise par la douleur, qui est faite dans la douleur, parce que c'est la mort qui nous réunit malgré ce qu'on peut, penser et vivre, «habituellement» entre grosses guillemets. Mais c'est ce truc-là aussi qui me fait vraiment dire que, la mort, ça peut être aussi joyeux, ça peut être aussi l'occasion de renouer parce que du coup, ça a été une occasion pour nous, en tout cas, de renouer avec des gens qu'on n'avait pas vus depuis quelques années, avec qui on n'avait plus de nouvelles, plus de connexion et même, de revoir des instituteurs de primaire, ce qui était assez étrange. Enfin, vraiment, tout le monde est réuni, peu importe les liens qu'on peut avoir, on a des liens qui font que, ben, on arrive à connecter ensemble et même si ce lien, c'est la mort, bah, nous, on reste là et on arrive quand même à connecter aux autres et je pense que c'est un truc qui est vraiment important quand on est en deuil, c'est d'arriver à rester connecté aux autres humains vivants, qui fait que ce en fait, cette, étincelle, j'arrive plus à retrouver le mot en plus que j'aime tant, cette impulsion, en fait, d'arriver à justement être, aller manger chez des copains, à pouvoir boire un coup ensemble, à pouvoir discuter, que ce soit du bon vieux temps et de rendre hommage à notre défunt, mais aussi de toute autre chose, de la météo et du beau temps, de pouvoir être ensemble. Je pense que c'est vraiment aussi un élément qui fait que le deuil, il est possible et qu'on arrive à cheminer grâce à tout ça, en fait, grâce aux autres. Bah, je pense qu'on a besoin des autres de toute façon, hein. Enfin, dans tous les domaines de la vie, on a toujours besoin des autres et encore plus, dans les gros moments de vie comme ça, de deuil ou comme tu disais tout à l'heure, un mariage, une naissance, peu importe et après on a tous notre sensibilité. Il y a des personnes
qui sont tellement en souffrance qu'elles s'isolent beaucoup parce que c'est trop dur de faire face aux autres. Et ça peut se comprendre. Je pense que j'ai eu une période un peu comme ça aussi. Et ça rejoint un peu le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'est difficile quand on aime quelqu'un de le voir souffrir, de le voir s'isoler et de se sentir impuissant pour lui montrer qu'on est là et qu'il il a le droit de souffrir, mais qu'il faut. Il faut. Non, c'est pas le mot, mais juste voir qu'il y a des gens autour qui sont là et qu'il n'est pas seul et qu'il a le droit d'avoir des moments de solitude, mais que sa vie à lui continue, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, tu arrives pas, à faire de ton expérience d'endeuillé une force par rapport à l'accompagnement des gens qui t'entourent et qui peuvent vivre un deuil? Pas au point que je le voudrais. Parce que alors après, tu vois, j'ai une copine une amie, une grande amie même, qui a perdu son beau-père, il y a quelques mois Mmh. et il me semble que c'était une maladie, mais d'un coup, tu vois, il y a pas eu de voilà, Ouais, il y a eu ça un a avant, un vraiment après, quoi. Mmh. enfin voilà, c'était un peu foudroyant, quoi. Mmh. Et je sais que c'est une amie avec qui on se donne très peu de nouvelles, tu vois? On se parle pas régulièrement, on se voit peut-être 1 à 2 fois par an, enfin, voilà, on souhaite les anniversaires et puis, bon, voilà. Et j'ai eu tellement de peine pour elle et j'ai voulu tellement être là, tu vois? Que j'ai envoyé quelques messages. Je l'ai pas bombardée de messages, mais des fois, de temps en temps, j'envoyais un petit message. Bon, je lui ai envoyé aussi, une petite enveloppe avec des petits mots, des petits trucs pour, voilà, juste pour elle, quoi. Pour lui dire que j'étais là, que je comprenais, que je partageais sa douleur et même les semaines suivantes, j'essayais d'envoyer des petits mots, dire que je pensais à elle et cetera et j'avais pas toujours de réponse et en fait, pour en avoir discuté avec une autre amie qu'on a en commun, et ben, elle avait pas forcément envie de recevoir des messages pour lui dire, «Je pense à toi, j'espère que tu vas bien, je sais que c'est difficile» et cetera parce que ça lui ramenait à ce deuil-là, tu vois? Mmh, bah, bien Et sûr. et du coup, bon, bah, j'ai arrêté de le faire et puis finalement, on s'est vus, peut-être 1 ou 2 fois depuis et elle est venue m'en parler spontanément parce que je pense que justement, elle savait que j'avais perdu un parent et qu'elle savait que que je connaissais, sa douleur et c'était plus simple de venir m'en parler. Mais en fait, je sais pas, on découvre un petit peu les gens dans le deuil, en fait C'est et ça. des personnes qu'on avait l'impression de connaître par cœur ou des proches avec qui on partage notre vie depuis longtemps et cetera, d'un coup perdent quelqu'un et révèlent une facette de leur personnalité qui peuvent nous dérouter et j'avoue que, parfois je sais pas comment réagir et pourtant j'ai envie d'être là, tu vois? Et pourtant, bon moi mon expérience, je pense que quand j'étais endeuillée, surtout par rapport à maman, j'étais pas facile à vivre et du coup, il y a un peu une forme de culpabilité et du coup, l'envie de faire mieux avec les autres, tu vois? Oui. Je suis j'essaye d'être toujours le plus compréhensive possible et le plus à l'écoute possible et si les gens me disent, «J'ai pas envie de parler, laisse-moi» ou enfin, voilà, là, c'est trop dur, je veux être seule et cetera, Mmh. oui, au contraire, je comprends et je m'en vais, tu vois? Mais c'est vraiment difficile, je trouve, pour moi de trouver la juste place et de se retrouver de l'autre côté du miroir, quoi. Ça fait un peu bizarre. Ouais, et parce que du coup, tu as l'impression de pas avoir, suffisamment d'outils pour justement pouvoir, à la fois répondre à ton besoin d'être présente et d'être dans l'empathie et à la fois de savoir que tu fais des choses qui font aussi du bien à l'autre? Et j'ai pas trop compris. Bah, en fait, moi, par rapport à ce que tu dis, hem,
j'ai l'impression qu'on n'ose pas poser des questions aux endeuillés. Et alors que ce serait justement la meilleure façon, en leur exprimant notre empathie et nos pensées, etc., comme tu l'as fait, de leur poser la question en disant mais est-ce que tu préfères que moi je t'envoie des messages de temps en temps? Est-ce que tu veux que je te laisse tranquille? Est-ce que tu préfères qu'on se voit pour aller boire un coup pour que tu puisses un peu te vider la tête et éventuellement penser à autre chose? En fait, de demander finalement de quoi l'endeuillé a besoin, qu'est-ce qu'il aimerait et comment il aimerait aussi qu'on se comporte avec lui. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui, comme tu l'as dit avec ton ami, ont besoin de... Alors, pas de faire comme si de rien n'était, peut-être pas, mais au moins de ne pas être rappelé de temps en temps à ce deuil et à cette situation. Surtout quand c'est pas voulu, effectivement. Voilà, ça me paraît effectivement très entendable comme demande. Et en même temps, de pouvoir soit être certain que notre message, il est reçu, il est perçu et qu'il sera pas mauvais pour l'autre, tu vois. Ouais. Après, on ne peut pas toujours avoir la réponse à ça. Enfin, quand c'est une personne qui est éloignée et qui... Enfin voilà, on n'a pas toujours de réponse au message et enfin, c'est pas grave du tout, hein. Mais c'est sûr que c'est toujours plus compliqué quand on est éloigné et qu'on sait pas vraiment comment la personne, comment elle vit le truc au quotidien, quoi. C'est ça. C'est ça, mais c'est aussi pour ça que maintenant, avec le recul, j'avais parlé aussi de ce truc-là, de ce que tu décris avec dans un des podcasts où je disais, mais finalement, je me sentais illégitime d'envoyer des messages. Je me sentais... j'osais pas le faire parce que justement, j'avais peur de déranger, j'avais peur de leur rappeler, machin, etc. Puis finalement, je me suis dit, je préfère le faire et regretter de l'avoir fait plutôt que d'avoir... Enfin, tu vois, de regretter de pas l'avoir fait en me disant peut-être que ça leur aurait fait du bien, tu vois. Maintenant, avec le recul, ça fait ouais, au moins 1 an que je l'ai sorti, en tout cas à l'heure de l'enregistrement du podcast. J'ai un petit peu plus de recul et je pense que maintenant, si ça se reproduisait, je pense que j'essaierais de discuter avec la personne plutôt que de lui envoyer des « je pense à toi, j'espère que tu vas bien ». J'enverrai un message de « comment tu vas en ce moment ?» Tu vois? Est-ce que tu as envie qu'on discute? Est-ce que tu as envie qu'on aille boire un verre dans la mesure du possible? Ou de dire, quand vous habitez loin, je peux m'envoyer un petit message quand je passe en vacances dans le coin de là où tu es. Si tu as envie, on se voit. Et là, du coup, le fait de pouvoir avoir la personne en face de soi, c'est plus facile, je pense, pour discuter, pour embrayer le dialogue qui est peut-être plus essentiel que... ouais, encore une fois, ça dépend vraiment de la personne. Je suis en train de me dire que c'est l'essentiel de discuter, mais c'est important de discuter, mais ça dépend des besoins de la personne, toujours. Mm. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, bon, ça va être difficile de pas le nommer, mais mon copain actuel, Ouais. qui a vécu une seule mort dans sa famille et quelqu'un qu'il aimait beaucoup, Mm. il me dit clairement, si t'as pas les mots, je m'en fous, c'est pas grave, je veux juste que tu sois là et que tu me prennes dans tes bras, tu vois, et C'est ça. que tu m'écoutes pleurer enfin, pour le coup, il comprend vraiment que c'est difficile d'avoir les mots et inversement, moi, quand je parle de maman, il sait pas toujours quoi dire et pour autant, moi, j'ai pas d'attente particulière. C'est C'est ça. des fois juste quelqu'un qui écoute et qui est là et juste une attention, un geste, un truc, c'est suffisant, quoi. Mm. Mais moi, ce qui me déroute, c'est de pas connaître les gens dans le deuil, des gens que j'apprécie et que j'aime vraiment beaucoup, et de me dire putain, je veux pas rajouter à la douleur, je veux pas rajouter au chagrin ou à la lourdeur et en même temps, je veux montrer que je suis là, quoi. C'est Je ça. trouve que Mais voilà, c'est compliqué de trouver l'équilibre et la bonne place, quoi. c'est ça. C'est ça parce que je pense que c'est ça qui fait que
Enfin, c'est notre expérience de deuil, en tout cas, qui fait qu'on a cette sensation et ce besoin-là aussi à la fois de s'exprimer et à la fois de se rendre disponible, parce que c'est ce dont nous, on a manqué pendant nos propres deuils, ça c'est un fait. Et on a envie de l'offrir aux autres. Alors que, tu le dis très justement, c'est pas forcément des choses qui sont adaptées sur le moment ou qui sont consenties finalement. Je pense qu'il y a vraiment aussi cette notion de ça. Et pour moi, on est obligé à un moment donné de dialoguer pour savoir, quoi. Et même si les endeuillés ne savent pas, c'est ok, mais au moins on aura posé la question. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même s'ils savent pas sur le moment, peut-être qu'ils reviendront un jour nous dire, justement parce qu'on a posé la question. Parce que c'est une chose de dire, si tu as besoin de discuter, je suis là. Sauf que les gens, quand on leur dit ça, généralement ils viennent pas, ça ne sert à rien. Parce que justement, ils ont ce truc de je vais pas oser la déranger, machin, etc. Alors que si tu poses la question, si tu poses des questions, les gens aiment pas les questions sans réponse. Donc, peut-être que tu vas leur demander, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? T'es pas obligé de me répondre maintenant, mais quand tu sauras, dis-moi. Et là, du coup, peut-être que la personne va répondre tout de suite. Parce que peut-être que son besoin du moment de tout de suite, c'est j'ai besoin d'avoir la paix. Et c'est ok, c'est très bien. Et c'est un beau cadeau qu'un endeuillé peut faire en demandant d'avoir la paix. Et en même temps, l'endeuillé peut ne pas répondre sur le moment ou dire pour le moment, je ne sais pas. Je vais y réfléchir, parce que du coup, c'est aussi ça, d'avoir une question sans réponse, c'est de pouvoir y réfléchir, de se donner encore une fois l'espace de vivre ses émotions et de savoir de quoi on aura potentiellement besoin. Et du coup, l'endeuillé sait qu'il peut répondre plus tard, une semaine, un mois après, en revenant et en disant peut-être qu'effectivement j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin de pouvoir discuter, j'ai besoin de pouvoir me changer la tête parce que là j'en peux plus. Il y a un truc que je comprends pas dans le processus d'administratif par exemple, parce que du coup tu sais que la personne on sait qu'elle sait déjà, qu'elle a déjà vécu le truc, etc. Donc on peut être aussi une ressource sur tous les plans. C'est pareil quand on est allé aux obsèques de Jules. On a emmené des fleurs pour Jules parce que c'était conventionnel, mais papa a offert une sculpture aux parents de Jules et on a fait des biscuits secs pour les parents, etc. On a montré aussi dans notre façon de faire et dans notre attitude qu'on était plus là pour eux que par rapport à Jules, quoi, finalement. Ah oui, complètement, ouais. Et puis c'est des attentions, c'est comme ce que tu disais, il y a un post Instagram que tu avais fait et je crois que tu en as parlé aussi en podcast, que des choses simples, des fois, c'est ce qui fait le plus de bien, quoi. Faire préparer le dîner, juste, je sais pas, apporter un verre d'eau, sortir marcher, c'est des choses toutes simples, mais des fois, c'est tellement difficile de le faire tout seul que quelqu'un qui nous prend la main ou qui nous amène le plat tout fait, c'est mieux que de discuter pendant 2 heures, quoi. Parce que c'est ce dont on a besoin sur le moment. C'est ça. C'est ça, et puis je pense que c'est vraiment cette façon-là et en plus c'est très rassurant quand on est face au deuil de quelqu'un, de pouvoir avoir ces outils-là et de se dire mais en fait on n'est pas obligé de discuter, on n'est pas obligé de parler, on n'est pas effectivement obligé de si tu sais pas me répondre à mes questions, c'est pas grave, je vais te proposer des gestes parce qu'effectivement les mots suffisent rarement dans ces situations-là. Et c'est des gestes. Alors quand on habite loin, on peut envoyer un colis effectivement avec des petits biscuits, des petits machins qui sont très rassurants et qui font du bien parce que effectivement quand on est en deuil, tout le quotidien devient difficile. La nourriture c'est une chose et c'est sur quelque chose qu'on partage très facilement, même avec des gens qui nous sont éloignés émotionnellement. Mais quand on n'habite pas loin, quand c'est notre voisin ou un parent, on peut lui proposer de venir passer un coup de balai. Ça paraît tout con, mais ou d'étendre le linge. Voilà, ça paraît tout con, mais il y a des fois où quand on vient de perdre quelqu'un,
tout devient une montagne infranchissable, quoi. La moindre lettre à rédiger qui va remettre encore l'endeuillé, encore une fois, dans voilà, il faut résilier l'abonnement téléphonique de l'endeuillé. Bon, voilà, il faut refaire une lettre, retéléphoner, machin, etc. Ça, c'est des choses aussi que les proches et la famille et les amis peuvent éventuellement proposer comme service. Toujours évidemment avec le consentement de l'endeuillé et du concerné principal. C'est indispensable. Mais qui peuvent éventuellement faire vraiment du bien, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et comme tu le dis, avec du recul, c'est pas des choses qu'on nous a forcément proposées, quoi. C'est ça. En tout cas, pour maman, c'est vrai que heureusement qu'on était toutes les deux, mais tout ce qui a été administratif et même débarrasser la maison, faire le ménage, faire du tri, enfin toutes ces choses-là. Après, je sais pas pourquoi on a agi comme ça. J'ai pas encore la réponse. J'ai l'impression que les personnes autour de nous n'en avaient pas la force et que peut-être nous on l'avait un peu plus. Mais en tout cas, moi, ça m'a manqué de soutien extérieur sur des trucs très matériels. Oui, clairement. Clairement et même encore par rapport à ça, en vrai, on n'a pas été complètement démunis dans le sens où, alors ce qu'il faut savoir quand même quand on a perdu notre maman, c'est qu'on était retournés, on était retournés chez nos parents. On vivait chez papa et maman, qui étaient divorcés à l'époque, donc on était, voilà, comme des enfants, de parents jeunes divorcés. Une semaine chez un, une semaine chez l'autre. Donc ça a été une période assez cocasse et quand on a effectivement géré tout le matériel de maman, tout l'administratif et les impératifs liés à son décès, on a quand même malgré tout pu compter sur papa et sur Bertrand. Donc Bertrand étant le conjoint, le copain de notre maman, pour tout ce qui est véhicule, aide physique. Aide dans le physique dans le sens, on va vous aider à porter les meubles, etc., etc. On va faire des tours à la déchetterie, à Emmaüs et tout ça. Mais effectivement, par rapport à l'administratif et par rapport à l'émotionnel, ou alors ça nous a pas marqué, peut-être qu'on l'a pas vu, peut-être que voilà, mais c'est vrai que on n'a pas été soutenus, on n'a pas été guidés. On a découvert tout ce qu'il fallait faire en cherchant, en lisant, en allant voir les intéressés, donc les notaires, la banque, ce genre de choses. C'est nous qui avons pris à chaque fois les initiatives. Alors soit parce qu'on se doutait qu'il fallait faire, soit parce que on nous a dit «Eh, pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça». Je pense notamment à l'ancien employeur de maman qui nous a appelés en disant «Eh, en fait, ça fait 2 ans que votre maman elle est décédée, mais il y a encore un truc à faire administratif pour débloquer l'assurance décès, je sais plus quoi, machin». Et ça, c'est un truc, ça nous a remis dedans, encore une fois, parce qu'en plus, ça a été un dossier qui a été assez lourd administrativement parlant, parce qu'il a fallu faire signer des papiers à toute la famille pour prouver qu'on était bien les filles de notre mère, qu'il fallait retrouver et rechercher les papiers du notaire et machin, et les trucs de banque, et les contrats de travail, etc., etc. C'était un délire, je sais plus combien de temps on a mis pour faire ce truc. C'était assez extraordinaire. De Ouais, quoi? c'est assez impressionnant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des trucs des années après, ça revient. Enfin, il y a des trucs qui reviennent tout le temps, quoi. Enfin, ça te ramène et c'est même con, tu vois, mais il y a des décès d'il y a quelques années qui reviennent quand il y a un nouveau décès. Je sais pas trop comment expliquer le truc, mais Ouais. quand Ça réactive. ouais, c'est ça. Quand maman est partie, j'ai eu l'impression que quelque part dans la famille, ça réactivait un petit peu le décès du grand-père, tu vois, de Pipa Alain. Oui. Donc du Après, papa faut de. dire que